Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Harry Show. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver sur ce plateau avec de nouveaux invités autour de nouveaux sujets, mais aussi de nouvelles chroniques. Installez-vous confortablement car le Harry Show commence maintenant. Alors, le premier invité que nous recevons sur ce plateau est un jeune qui inspire par sa force et sa volonté de mener et de gagner un combat, celui pour sa vie. Voici son histoire. Je m'appelle Mohamed Kamara, né à Boké en 1991. Lorsque je repense au fil de ma vie, je me dis que je viens de loin, très loin. J'ai eu une enfance relativement normale. Mes parents n'avaient pas de moyens, c'est vrai, mais je ne me plaignais pas. J'ai commencé l'école à 7 ans à Koulifaya, Boké. J'y jouais au football, ma passion. Toute l'école voyait en moi l'espoir de Boké, et pourquoi pas de la Guinée. Toutes les chances étaient de mon côté pour réussir dans ces sports. Toutes, jusqu'à ce que vers la fin du primaire, un mal commence à pointer son nez dans mon corps. Un mal sur lequel je n'arrivais pas encore à donner de nom. J'ai passé tout le cycle préuniversitaire à Filela. Pendant ce temps, le mal dans ma poitrine grandissait aussi. J'ai commencé à ressentir des essoufflements lors des matchs d'école et je n'étais plus capable de jouer les 90 minutes. Après l'obtention de mon bac, j'ai été orienté à l'université Juris Nyerere de Kankan. Tout se passait bien, sauf qu'au sport, ma douleur à la poitrine s'intensifiait tellement que pour la première fois, j'ai décidé d'aller consulter un médecin à Sigiring. Et là, le verdict tombe. Arrêt immédiat de toute activité sportive et retour d'urgence à Conakry pour des examens. Pour un amoureux de sport comme moi, ce fut déchirant, très déchirant, de voir se briser en une fraction de seconde mes rêves de réussir au foot. Je fus dirigé à Conakry vers le meilleur cardiologue. Après une série d'examens, un homme fut enfin trouvé à mon mal. Je souffrais d'un rétrécissement mitral, une maladie au cœur. S'il y a un rétrécissement mitral, ça veut dire quoi? La valve mitrale, elle a une surface chez l'homme normal supérieure à 6 cm². Dès que cette surface diminue en dessous de 2 cm², elle va devenir parlante. C'est-à-dire quoi? Elle va entraîner une symptomatologie comme la dyspnée, d'effort, etc. Un véritable dilemme. Ma famille n'ayant pas les moyens de m'évacuer. Quelques semaines plus tard, toujours à la recherche de solutions, je suis terrassé un soir par un AVC. Je fus transporté d'urgence à l'hôpital Ignasidine. Kontafilina no lo kontafilina se muna moye muna se muna atungo muso fer ndefe mo atungo mo aka no hôpital muso hôpital na sama to ina afre na hara amu dandam mabi ntana angara se muna nyi se munyi se mumma miriyo ni na hay malima ifure fure na hara se tare ha fu se ganya ha fure na hara se tare fure ma na fure dandam fere na munyi. J'en ressors peu de temps. Mais mon état s'empire de jour en jour. L'AVC avait entraîné la paralysie de tout le côté gauche de mon corps, avec des crises respiratoires à chaque fois. Vu leur fréquence, les médecins impuissants ne me donnaient plus qu'un mois à vivre si je n'étais pas évacué et soigné. Toujours ifana tayaro toujours wala konno fili annayambi wala konno fili annayambi kadana tambi abra parlisi amma lo anya kenyanyama amma kenyalo ala na ala ka amma deme sandi bonyin konno fili do sa ala di kambere min na wuli ka lo asenka anye kinkine yana kon fentambolo fu tambolo amma kenyalo fin fana tana bolo. Ces crises, c'était l'enfer. Du mal à respirer et une douleur très forte à ma poitrine. Terrifié et impuissant,
J'ai passé des journées assis, ne pouvant bouger qu'un seul côté de mon corps. Je me voyais mourir à 25 ans. Si jeune. Mes rêves de gloire au foot brisés. Tout le quartier ne parlait que de moi et de ma maladie. Et un jour, un journaliste s'est dépêché à mon chevet, à la maison, et a filmé mon appel à l'aide aux autorités guinéennes et au peuple de Guinée pour m'aider à être évacué en France ou au Maroc pour mon intervention. C'est ainsi que Mme Ari Sidibé et M. Eric Korkaba ont entendu mon cri du cœur et mobilisé tous les Guinéens en lançant un SOS général. Au bout de 3 semaines de démarches et de collecte de fonds, le 6 juillet fit le grand départ vers le Maroc. Dans l'avion, une seule question me trottinait à la tête. Un voyage sans retour ou le voyage de la seconde chance? Je me remis entre les mains de mon Créateur et m'envolai vers mon destin. Alors Mohamed Camara est aujourd'hui de retour de son séjour du Maroc où il a subi cette opération chirurgicale. Alors a-t-elle été une réussite? Comment est-ce que Mohamed Camara a vécu ces périodes sombres de sa vie et surtout quelles sont aujourd'hui ses perspectives d'avenir? Les réponses c'est tout à l'heure avec Mohamed en personne sur ce plateau. Mohamed Camara, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Madame Aïe. C'est un véritable plaisir pour moi de t'avoir, de te voir en forme, de te voir souriant après tout ce que tu as traversé. Donc ça fait plusieurs années que tu as souffert de cette terrible maladie du rétrécissement mitral et que qui a nécessité en tout cas ton évacuation au Maroc. Moi, il y a une chose qui m'a interpellée vers la fin de ta présentation. Tu as dit ceci, est-ce un voyage sans retour ou le voyage de la seconde chance? Qu'est-ce que tu voulais dire par là, Mohamed? Ma situation était trop critique, j'avais peur, je pensais qu'arrivé là-bas, est-ce qu'on allait m'opérer ou pas? Est-ce que les médecins allaient m'accueillir à bras ouverts ou bien volontairement comme ça, on dit on va t'opérer, Mohamed. Donc j'étais dans ces doutes et chaque fois mon cœur me disait que j'étais comme si c'était un tombola quoi. Ok, c'est soit ça marche. Soit ça marche ou bien ça ne marche pas. Donc arrivé au Maroc, j'ai été accueilli dans un hôpital, l'hôpital militaire de Rabat. Vous êtes arrivé au Maroc à quelle période? Au mois d'août, début août. D'accord. Donc vous arrivez d'abord à Casablanca, ensuite vous êtes transféré à Rabat, à l'hôpital militaire, en ambulance. Ouais. Alors, parlez-nous un peu de ces premiers jours d'hospitalisation, parce que si on a bien compris, votre diagnostic vital était en tout cas engagé. Les médecins ont parlé à Conakry d'avoir que quelques semaines à vivre. C'est carrément une condamnation à mort. Alors, arrivé là, à l'hôpital, parlez-nous un peu de ces premiers moments d'hospitalisation. Mon premier jour au Maroc, vraiment, je me sentais à l'aise, mais à moitié. Parce que je me disais quoi, j'ai déjà quitté la Guinée. Est-ce que je serai opéré? Est-ce que j'aurai une chance encore de revivre une fois encore de plus? Le diagnostic qui a été fait ici en Guinée, avec mes rapports, je suis allé avec les mêmes rapports là-bas et je suis allé à l'hôpital, j'ai montré les mêmes rapports et puis c'était réellement la même maladie. Ils ont confirmé que réellement j'ai souffert du rétrécissement mitral. D'accord. Le rétrécissement mitral ne se traitait pas ici en Guinée. Donc c'est pour cela quand je suis allé au Maroc, ceux-ci m'ont dit, ils m'ont persuadé que réellement un jour, dans quelques semaines, ils vont m'opérer et ça va aller. Alors, avant cette opération, est-ce que vous étiez, vous aviez des parents là, vous aviez des amis, ou vous étiez tout seul à l'hôpital? Au préalable, comme je vous l'avais déjà expliqué, mon histoire, parce qu'avant j'étais sportif, je jouais très bien au ballon, et à l'école aussi, j'étais un peu brillant, donc j'avais des amis partout. Au Maroc, j'avais plein d'amis. Chaque fois, je recevais des visites entre les amis, puis les amis, ils m'ont consolé, ils m'ont persuadé que réellement, Inch'Allah, ça va aller. Et vos parents étaient en Guinée? Mes parents étaient là. La situation financière n'était pas comme ça pour que les parents aillent me trouver.
Par la suite, maman est allée me rejoindre. Alors Mohamed, là on va aller un peu plus vers votre état d'esprit en ce jour d'opération, à ces quelques heures qui vous séparaient, n'est-ce pas, de ce moment fatidique. Qu'est-ce qui se passait dans la tête de Mohamed en ce moment, à ces quelques heures qui vous séparaient de cette intervention chirurgicale? Lorsque j'étais en Guinée, le moral n'était pas tellement comme ça. Mais quand je suis allé au Maroc, les médecins, ils m'ont montré qu'à tout prix que je pourrais sur l'intervention. Donc vous étiez optimiste. Oui, j'étais optimiste dans la tête et puis j'étais plus fort que la maladie maintenant. Je me disais que j'allais survivre. Alors après cette opération, quelques jours plus tard, vous vous réveillez et dites-moi, quels ont été les premiers changements que vous avez remarqués dans votre corps? C'est le premier, les jours de l'intervention même. D'accord, ouais. d'accord. Je me disais en tête que je n'allais pas mourir. Donc on m'a opéré à 7h, 21h, je me suis réveillé. Même les médecins, tous les médecins étaient ébahis. Parce que c'était cette force interne. Parce que j'étais un peu optimiste dans la tête. Et les crises respiratoires avaient aussi cessé. Les douleurs également, progressivement. Et ils vous ont gardé combien de temps à l'hôpital? L'hôpital, j'ai fait 1 mois et quelques encore. Donc au bout de 3 semaines à 1 mois d'hospitalisation, vous sortez de l'hôpital. Ensuite, vous continuez directement à Conakry ou vous restez encore au Maroc? Je suis resté au Maroc. Vous restez au Maroc. Quelques mois, j'ai fait un beau temps là-bas. Je suivais aussi la kinésithérapie pour le côté paralysé. Mais aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à marcher? Vous arrivez à marcher, vous avez la mobilité de vos doigts. Alors là, ça commence à aller. Ça commence à aller avec des séances de kinésithérapie. Il faut dire que les médecins ont fait leur travail, mais il y a aussi Mohamed qui avait cette force de s'en sortir. Et c'est d'ailleurs ça que moi je salue à votre jeune âge, être confronté à une maladie de cette taille, mais de vouloir vraiment, comme vous l'avez dit, rester optimiste, rester battant jusqu'au bout. En tout cas, franchement, bravo. Alors Mohamed, nous allons passer à présent à notre toute première chronique de cette émission. Donc nous en avons 4 et nous laissons quand même l'occasion ou l'opportunité à l'invité de piocher l'ordre de ces chroniques. Donc je t'invite à piocher et me lire ce que tu vois. Astuce, mode et beauté. Astuce? Mode et beauté. Astuce, mode et beauté. Alors, l'astuce d'aujourd'hui est destinée particulièrement à ce type de femmes qui ont décidé, ou en tout cas qui souhaitent, exclure de leur vocabulaire tout ce qui est tissage, lissage ou encore défrisage. Elles décident de dire, adieu aux cheveux brésiliennes, indiennes ou encore synthétiques et de passer tout simplement aux cheveux naturels, autrement appelé le nappy hair. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour être nappy, il y a des petites préoccupations, à savoir déjà comment revenir aux cheveux naturels, mais aussi comment les entretenir. Patricia, qui est propriétaire d'un salon de coiffure et spécialiste en cheveux naturels, nous file quelques petites astuces. Suivez. Coucou tout le monde, je suis Patricia Lamar, propriétaire du salon Pat Natural Beauty situé à Kipé en face de la pharmacie Nomi. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment entretenir le cheveu crépus et aussi faire une coiffure facile à réaliser. Donc, il y a une astuce que je voudrais bien montrer à tout le monde et qui facilitera la vie des dames qui sont au naturel. Donc déjà, il y a des outils à avoir, c'est-à-dire un vaporisateur, un peigne afro, un gros peigne et aussi un peigne à queue. Maintenant, les produits qu'on peut utiliser pour entretenir les cheveux, donc je vous présente, ça c'est une chantilly de karité qu'on utilise pour assouplir et hydrater les cheveux. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut démêler les cheveux et les entretenir. Toujours asperger d'eau parce que ça permet aux cheveux de glisser facilement. Puis on applique de la chantilly. À base de beurre de karité. À base de beurre de karité. Et pour démêler, il faut utiliser le peigne à queue pour fendre les cheveux ou les faire avec les doigts. Donc moi, je vais utiliser le peigne à queue. Quand vous sentez que les cheveux sont très emmêlés, vous pouvez commencer par le démêlage au doigt, comme ça. Comme ça.
et vous prenez une section de cheveux, vous commencez par le bout des cheveux et non à la racine. Et vous commencez à peigner petit à petit jusqu'à la racine. Et vous voyez, ça se démêle facilement. Voilà. Et lorsque vous finissez cette section, puisque c'est hydraté et tout, vous pouvez faire juste des mini vanilles pour ne pas que ça s'en mêle avec l'autre touffe de cheveux que vous devez peigner. Donc, on fait comme ça avec toute la touffe qui reste, jusqu'à ce que tous les cheveux soient entièrement démêlés, nourris et hydratés. Et après cela, vous pouvez maintenant donner un look que vous voulez selon votre humeur et tout, selon l'endroit où vous partez ou au travail et tout. Donc, vous pouvez changer et voir ce que vous voulez faire pour votre... D'accord, donc si par exemple on a envie de réaliser une coiffure qui est très facile le matin et rapide à faire, qu'est-ce que vous nous proposez? Eh bien, il y a une coiffure très facile, très facile. Bon, si on ne sait pas, on dit que c'est difficile, mais elle est très facile, elle est réalisable en 2 minutes seulement. Donc, je vais vous la montrer tout de suite là. Eh bien, je voulais parler d'un élément qui ne manque jamais avec moi, ce sont les élastiques, des attaches. Bon, chez nous, on appelle ça bélias. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que je vais arriver à réaliser une coiffure avec. Parfait. C'est quoi cette pommade? C'est le Edge Control. Okay. C'est pour permettre aux cheveux qui ne sont pas longs, les baby hair, à être plus plats. Okay. Parce que le gel Eco Styler ne peut pas tout faire coucher, donc on utilise le Edge Control de Olive Oil. Est-ce que cette coiffure est réalisable toute seule, par exemple? Oui, toute seule. Okay. Toute seule, elle est réalisable toute seule et on peut changer la position de l'élastique selon nos humeurs. Okay. Soit on fait pencher, soit on l'envoie derrière ou carrément au beau milieu. Ça dépend de vos humeurs. Donc les produits dont vous aurez besoin pour entretenir vos cheveux, pour celles qui veulent retourner au naturel, nous avons des shampoings doux que vous pouvez utiliser, très doux à pH très neutre. Nous avons le Garnier, nous avons même, pour celles qui pensent que c'est cher, qui peuvent utiliser le savon noir mélangé à du bicarbonate et un peu de miel. Mélangé, ça fait un très bon shampoing qui nettoie et qui assainit les cheveux. Alors Patricia, il y a des mythes autour des cheveux qu'on aimerait soit confirmer ou démonter ici. Selon la tendance ou selon les gens, oui. Les cheveux, les produits qu'on utilise pour les cheveux crépus puent. Est-ce que c'est vrai? Moi déjà, je peux essayer de voir. Non, ça pue pas. Et ça a toujours été dit que vous utilisez des produits qui n'ont pas de très bonnes odeurs. Bon, je peux comprendre parce que lors des soins, il y en a qui utilisent l'ail ou l'oignon. D'accord. Voilà, je peux comprendre ça dans ce sens parce qu'il faut écraser l'ail, faire un mélange, l'appliquer sur la tête et dormir. Et désolé, il y a nos maris qui ne peuvent pas supporter cela. Donc, c'est à cause de ça que certains disent que ça pue. Sinon, c'est carrément des produits naturels qu'on utilise pour l'entretien des cheveux naturels. En tout cas, moi, je peux le confirmer, ça pue absolument pas. D'ailleurs, voilà. Ça a une odeur très agréable. Voilà. Très agréable. Et le deuxième mythe serait de soit de confirmer ou démonter le fait que ces produits coûtent excessivement cher. Donc, que ça coûte cher de passer au nappy. Je suis désolée, mais je dément carrément cette idée parce que les produits qu'on utilise sont des ingrédients de cuisine. On utilise par exemple de l'avocat, on utilise de la banane, on utilise du miel, on utilise l'huile d'olive, du beurre de karité. Tout le monde sait que le beurre de karité est accessible. Avec 1000 francs, on peut avoir du beurre de karité. L'huile d'olive, on n'en parle pas. Donc je suis désolée pour celles qui essayent de se cacher derrière, mais ça ne coûte absolument pas. Il suffit juste de le vouloir. Dès que vous le voulez, vous n'avez pas à vous plaindre plus tard parce que ça devient très facile.
Merci donc à Patricia pour ces petits conseils. Mohamed, bien intéressant tout ça. Alors si je te demande quelle est ta préférence entre ces femmes naturelles qui gardent leurs cheveux naturels ou celles qui, de temps à autre, ou celles qui ont l'habitude d'utiliser des mèches, des cheveux brésiliennes, quelle est ta préférence? Moi, ma préférence, c'est les femmes qui gardent leurs cheveux naturels. Leurs cheveux naturels. Voilà, ça a le mérite d'être clair, ok? C'est le choix de Mohamed et on le respecte. En tout cas, alors pour revenir au sujet de votre hospitalisation, est-ce que encore on peut parler d'un petit espoir qui soit là pour qu'un de ces jours, vous retournez en tout cas sur les terrains de foot pour enfin vivre votre rêve d'enfant? J'avais demandé au médecin au Maroc. Est-ce que vous pouvez encore pratiquer le foot? Et il dit oui, la réponse était oui, mais comment? D'accord. Ici, en Afrique, on ne peut pas. Oui. Parce qu'on ne peut pas jouer ici sans respirer la poussière. Alors, Mohamed, c'est le temps pour nous de passer à notre deuxième chronique. Je t'invite, je pense que tu commences à t'y habituer, à piocher. Chronique danse fait le move. Le move à l'honneur est le Changbo Dance. Découvrez la démo. Désormais, c'est le Shango. Il nous déconne, on te Shango sur le champ, n'est-ce pas? Black Nevada. Faut pas t'amuser. On va aller chicoter. Je suis en présence de Papsi du groupe Black Never Die. Il est le concepteur avec son groupe de la Changbo Dance. Est-ce que je le dis bien? Parce que moi, Changbo... Changotage. Ça veut dire quoi d'ailleurs, Changbo là? Chango, ça veut dire chicoter. Chicoter. Chicoter les artistes bidons. Donc on va chicoter un peu ici là. Chicoter. Mais est-ce que c'est chicoter comme ça ou bien c'est comment on fait le Changbo Dance? Voilà, chicoter, tu prends la ceinture, sauf que je ne peux pas enlever ma ceinture. Ok. Voilà, tu fais comme ça. Et tu écartes les pieds. Ok, un instant. Levez-vous chez vous, ok? Faites comme nous. Position, ok, reste comme ça. Écarte les pieds. Tu peux aller dans le changotage. Là, c'est les... Ok, c'est ça? Chango. Changbo. Ok, tu le chantes en même temps? Chango. Alors, on peut pas Changbo. Voilà, c'est comme ça? Ok, donc on reprend depuis le début. 1. Voilà. Et bon, ici, là, maintenant, tu montres de quoi tu es capable. Voilà, tenez ça. Quoi? C'est quoi ça? Je t'ai tué maintenant, c'est bon. On y va, on continue. Moi, je suis concentrée. Hein? Ok, on y va, jusqu'au bout. Là, on fait quoi? Shango et Shango. À chaque fois, on dit Shango et tu vois, non? Bon, ici, Amina. Ok, Amina. Amine. Nana. Ok. Tu bloques. Voilà. Ensuite, on fait quoi là? Là, maintenant, tu fais lever les gens. Ok, debout hein, chez vous. Allez, voilà. Tout le monde debout. Levez-vous. On s'apprête pour le refrain là. Ah non, ton pas là. Il me tue pas là. Comment tu le fais? J'espère que vous avez appris quelque chose. Papsi, merci beaucoup. Merci. On a sué. J'adore ce concept et j'espère que voilà, ce concept traversera les frontières de la Guinée pour se retrouver jusqu'en Australie, en Chine, partout. En tout cas, merci beaucoup à toi. Je tiens à vous préciser aussi que le concept sera sur l'album et il y aura bien d'autres concepts aussi. Parce que vous chantez aussi, en même temps d'être un groupe de danseurs, vous chantez aussi. On ne change pas de cap. Hein. Voilà, on ne change pas de cap, on ne change pas l'équipe qui gagne. C'était Papsi du groupe Black Never Die. En tout cas, à bientôt encore dans le Harry Show. Merci d'être venu et on vous dit au revoir et à la prochaine. Merci à toute l'équipe. Waouh, le Changbo Dance, Mohamed, c'est pas une petite affaire ça. Hein? Oui. Est-ce que tu as retenu quelques petits pas en tout cas? Un peu. Tu pourrais nous démontrer ça? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Alors Mohamed, on a un abonné qui a une question pour toi. Alors, c'est Alseni Diawara qui dit ceci. Mohamed, vous avez retrouvé la santé grâce à Dieu et à une chaîne de solidarité guinéenne.
Comment comptez-vous rendre à la Guinée cet acte honorable qui a changé le cours de votre vie? S'il y a un cas comme ça, il faut qu'on s'entraide, on se donne la main, on s'aide vraiment ça. C'est une très bonne initiative. C'est un bel exemple en tout cas que les Guinéens, ont manifesté. Cette chaîne de solidarité. Parfait. De créer même, voire même de bien ordonner et puis faire en sorte que réellement s'il y a un malade les souffrant de César, on doit vraiment l'aider. Il faut qu'on l'aide parce que et puis ce n'est pas des petites maladies. Oui. Donc les maladies, les tumeurs et autres. Oui, tout à fait. Cardiaque. Oui. S'il y a cette chaîne de solidarité, s'il y a un malade, chaque fois avec les collectes, s'il y a un malade, les contributions. On prend l'argent, on l'aide. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à toi, Mohamed, d'avoir répondu à notre invitation. Nos souhaits pour toi sont les meilleurs. Continue d'être fort, continue d'être déterminé, d'être optimiste. Tu représentes aujourd'hui un exemple, en tout cas, de force d'esprit, un exemple de volonté ferme de se battre contre une maladie, contre une situation ou une difficulté dans la vie. Merci beaucoup, Mohamed. Merci. Alors, on marque un temps de pause et on vous revient juste après. Désormais, chez Celcom, recevez 5 fois plus sur toutes vos recharges. Quoi? De quoi parles-tu? Vous avez bien entendu. Et de ce pas, je m'en vais vite recharger Celcom. Femme, attends, avant de recharger, s'il te plaît, compose étoile 601 dièse OK pour être sur le bon plan des bonus. Celcom, c'est fou, hein? Alors, et vous n'êtes pas encore abonné Celcom? Vous attendez quoi? Rejoignez le mouvement, rejoignez Celcom. Celcom, le numéro 1, c'est vous. Notre prochain invité évolue dans le monde de la mode. Il a aujourd'hui réussi à graver son nom dans les annales du stylisme guinéen. Je ne vous en dis pas plus, je vous retrouve juste après sa présentation. La mode. L'art de se vêtir conformément à la tendance d'une époque ou d'une région donnée. Si pour certains, ce n'est qu'un métier, pour d'autres, c'est leur passion. L'histoire de toute leur vie. C'est le cas de ce styliste designer, le très talentueux Alpha Marba, Alphao. Pour moi, la mode, c'est l'aubaine, c'est la meilleure chose que nous puissions avoir. Parce que si nous existons, c'est à travers la mode. Si nous sommes nés, c'est à travers la mode. Et quand nous allons mourir, c'est à travers la mode. Pourquoi? Parce que si on voit un peu l'évolution des choses, comme je le dis souvent, au début, il y avait les prophètes et tout le monde s'habillait au début à travers des feuilles, après des peaux de mouton, après les drapés. Et maintenant, c'est devenu des choses qui sont tellement modernes que nous sommes obligés d'aller chez le styliste pour s'habiller ou chez le couturier. Donc la mode, c'est comme ce qui existe avant tout et après tout. C'est la seule chose qui peut rester. Elle représente le plus grand vecteur de création d'économie d'un pays et surtout un vecteur socio-culturel permettant à une jeunesse de s'émanciper et de s'organiser, de savoir d'où on vient et de comprendre où on va. Cela fait 10 ans que je suis dans le milieu, maintenant 11 ans dans le stylisme, je veux dire. Et après 11 ans, j'ai compris qu'il fallait que je déménage, que je trouve un espace plus vaste parce que j'ai besoin non seulement de faire un showroom comme tous les designers du monde et en même temps avoir plus d'employés et m'orienter un peu encore sur d'autres axes. Donc tout cela fait partie de mon déménagement parce que j'étais dans un endroit un peu restreint et je ne pouvais pas réellement faire ce que je voulais. Là, c'est prévu pour le bureau. J'ai installé quelque chose, mais on est en train d'aménager pour faire le bureau. C'est le bureau du FIMOG et en même temps le bureau de la maison. Et de côté, nous sommes en train, dans le salon, de voir comment mettre un petit studio photo pour pouvoir détecter les jeunes mannequins. Parce qu'un détecteur mannequin, il faut imaginer, il faut prendre les photos, il faut tout prendre pour voir tous les angles, qu'est-ce qu'on peut vendre en lui. Là, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la salle de coupe. Elle, c'est la table de coupe. C'est ici
C'est en quelque sorte, moi, c'est ici j'appelle mon usine. C'est ici on fait les coupes, c'est ici on fait le dressing, c'est ici on fait le repassage. C'est ici on vérifie si tout est bon, si il faut que le mannequin change, il faut que la cliente elle change cette tenue, s'il faut toucher ce point, tout se passe ici. Ici, comme vous l'avez constaté, c'est la salle des machines. Nous sommes en chantier, comme je l'ai dit, parce que nous avons commandé des machines qui ne sont pas d'abord arrivées. C'est ici, les filles travaillent. C'est ici, on fait tout ce qui est montage, après les coupes, tout ce qui est patronage. Je le fais ici au sol parce que je veux que tout le monde voit. On a des petites filles qui ne sont pas grandes, qui ne pourront pas voir tout au niveau de la table. Donc, nous sommes obligés de procéder comme ça. Et ici, comme je vous l'ai dit, c'est la cuisine. C'est ici, ça nous permet de vivre parce que ça, la nourriture, on ne peut pas vivre. C'est le showroom. En fait, actuellement, je travaille plus sur les tenues simples et prêtes à porter parce que la haute couture, je l'ai fait, c'était pour essayer de vendre mon image et essayer de vendre l'image de la mode guinéenne vers l'extérieur. Donc, c'est juste sur scène, je présente une haute couture. À défaut de la scène, je suis plus dans le prêt-à-porter. Donc, c'est là on fait les expositions après la séance de la coupe, la séance du montage, du repassage, des essayages et tout. C'est ici on suspend les tenues et c'est ici on fait toutes les livraisons, c'est ici on fait tout ce qui est vente, toutes les autres rencontres. Ma relation avec Alphao, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je l'ai connu quand j'étais rien, dans le domaine de la mode. Il m'a accueilli, il m'a formé, il m'a suivi, il m'a montré la voie. Tout ce que je peux dire sur lui, c'est quelqu'un de très dur, de très rigoureux, de très strict. Le travail passe toujours avant tout chez lui. Depuis mon arrivée ici, vraiment, je n'ai pas eu de problème avec mon maître et pareil que toutes les maîtresses. Et je souhaite à Dieu du plus. Il est très bien, il montre les apprentis comment travailler. Bon, tout le monde est fier de lui. Alphao est également le président du FIMOC, entendez Festival international de la mode guinéenne, qui est en sa 3e édition cette année et qui met en avant les talents de la mode et du stylisme. Pour moi, c'est mon plus gros bébé parce que c'est ce festival qui a fait aujourd'hui, qui a détecté beaucoup de jeunes Guinéens qui sont en train de se produire à l'international. Et c'est ce festival qui a permis à beaucoup d'étrangers de comprendre que la Guinée a des potentiels dans le mannequinat et dans le stylisme. C'est ce festival qui, moi, m'a permis de comprendre que je pouvais aider la Guinée sous une autre manière, sous un autre angle. C'est ce festival qui a aussi occasionné un grand frottement entre des mannequins de l'extérieur et des mannequins de la Guinée. La 4e édition est prévue pour avril 2018. Alors, recevons à présent cette icône du stylisme guinéen, Alpha Oumar Ba, sur ce plateau. Alphao, c'est un véritable bonheur pour moi et un honneur d'ailleurs de t'avoir sur ce plateau. Merci. Très élégamment habillé. On peut voir ça en entier. C'est franchement Alphao, j'ai besoin d'une tenue comme ça, très élégamment habillé de la maison Alphao Fashion. Merci beaucoup Alphao d'être là sur ce plateau aujourd'hui. Tu es une image, une figure, une des figures en tout cas emblématiques du stylisme guinéen et je pèse mes mots à travers ce que nous avons vu dans ta présentation, dans tes collections, dans tes modèles. On ressent vraiment cette passion pour la mode. Alphao, dis-nous, où est-ce que tout ça a commencé? Comment ça a débuté en fait? Merci beaucoup, je suis vraiment touché. Et
Ça a débuté par l'amour de la chose. Okay. Et comme je le dis souvent, il faut d'abord être amoureux de ce qu'on veut faire. Il faut être très patient, très persévérant. Parce que si j'essaie toujours de pagailler à le disant. Je dis quand on est amoureux d'une fille, toutes les bêtises qu'elle nous fait, on pardonne. Donc ça signifie que quand on est amoureux de ce que nous faisons, nous acceptons tout ce que nous rencontrons, toutes les entraves que nous avons. Mais finalement, nous réussissons parce que nous sommes déjà préparés, nous sommes déjà dans la persévérance et nous nous inscrivons dans la longévité à travers ce que nous faisons. Voilà, donc c'est l'amour de la chose. Donc c'était pas, je sais pas, un héritage familial, si votre papa ne faisait pas ça. Pas du tout. Mes parents d'ailleurs n'ont jamais voulu. Ma mère m'a coupé la parole pendant 3 mois. Wow. Donc c'est juste que Anne Griff, parce qu'elle voulait peut-être que vous. Justement, mon père a voulu que je sois un expert comptable parce que c'était un comptable. Il a voulu que je sois orienté vers la comptabilité. Et ma mère, elle voulait que j'aille étudier en Europe. Et bon, ce sont des choses, je n'ai jamais rêvé travailler pour quelqu'un. Je n'ai jamais rêvé être dans un bureau en train de gérer des papiers ou autre. Ça n'a jamais été mon rêve. Ma passion a toujours été l'art. Ma passion a toujours été d'être dans un milieu où je me sens très très proche des jeunes et des gens que je peux aider et où je me sens très utile envers la société et où je me sens très important envers beaucoup de personnes qui pourront me prendre pour une référence parce que je me suis dit la jeunesse guinéenne entre griffes on manque de références et s'il y a une référence, si aujourd'hui il y a des personnes qui finissent les études, qui s'orientent vers l'art, c'est parce qu'il y a la réussite à l'intérieur. Et si aujourd'hui nous essayons, nous attendons que l'État nous emploie, si aujourd'hui nous nous disons il faut qu'on finisse d'étudier et qu'on aille dans les bureaux, ça ne peut pas aller. Raison pour laquelle aujourd'hui, je le dis souvent, si nous voulons lutter contre l'immigration clandestine, il faut qu'on essaye de se battre vers nos rêves. Voilà un peu mon objectif. Alphao. En tout cas, ces dernières années, on t'a vu beaucoup bouger, être présent sur des podiums prestigieux, ces festivals vraiment panafricains, mais aussi internationaux. Tu peux nous citer quelques-uns de justement ces festivals où tu as eu l'occasion de participer? Je ne pourrais pas citer tout, mais je vais citer les derniers. Les derniers, je vais commencer par le FESMA, où j'ai eu le prix du mérite de la mode africaine. Ça, c'était où? C'est au Bénin, en 2014. D'accord. Et après, j'ai été au Nigeria, où j'ai côtoyé l'Organisation mondiale de la mode. Et après, j'ai été à Paris, aux Champs-Élysées, où j'ai fait l'Africa Fashion Reception. Et après, à l'UNESCO, ça continuait comme ça. Et là, j'ai décidé de rester plus dans mon pays parce que j'ai un festival que je fais. Donc, j'ai préféré rester maintenant en Guinée pour propulser les jeunes mannequins vers l'extérieur. Franchement, vos efforts sont à féliciter dans la promotion du stylisme et de la mode en Guinée. Alors Alphao, ce domaine n'a pas de secret aujourd'hui pour vous. Et qui parle de réussite parle aussi, de quelques échecs et quelques difficultés. Alors peux-tu nous dire quelles sont aujourd'hui vraiment les difficultés auxquelles le styliste guinéen est confronté au quotidien en Guinée? Je sais que je vais vexer, mais ça langue du bois, il faut que je le dise. Le problème que nous avons aujourd'hui en Guinée beaucoup de personnes qui sont lancées dans le stylisme sans savoir c'est quoi le stylisme. Parce que quand tu es styliste, il faut d'abord savoir quelle orientation tu as. Tu ne peux pas être un styliste qui fait la haute couture et tu t'orientes vers le prêt-à-porter. Parce qu'il y a des gammes. Et il faut savoir, catégories. Il y a des catégories, exactement. Il faut savoir dans quelle catégorie j'excelle. C'est vrai que tu peux faire le prêt-à-porter comme tout le monde. Ça, c'est pas un problème. Mais quand on est tradi moderne ou quand on est styliste haute couture ou quand on fait autre chose, il faut essayer de respecter ce qu'on fait. Le cadre. Exactement. Et se vendre à travers une image, être reconnu à travers une image. Si vous avez fait la remarque, quand quelqu'un porte une tenue Alphao, c'est très facile de reconnaître la tenue, généralement. Bien sûr, dès que vous avez justement, il y a une touche qu'il faut essayer de fidéliser, parce que tu es en train de récupérer une certaine clientèle. Et il faut que ces clientes-là se disent, quand je veux aller dans une soirée, je dois aller chez tel couturier. Non, cette fois-ci, je veux porter du tradi moderne, je dois aller chez tel couturier. Il faut cela. Ça, c'est un. Deuxièmement, les jeunes stylistes aujourd'hui en Guinée, nous avons un sérieux problème. Le problème que nous avons, c'est quoi? Nous pensons tout connaître, on ne connaît rien.
Le problème, c'est qui est là, c'est quoi? Il faut qu'on essaye d'imiter les autres pays. Il faut qu'on essaye d'aller à la longueur des autres pays. Oui. Parce que si aujourd'hui on est jeunes stylistes et nous ne sommes pas au cœur des événements, pour pouvoir tisser des relations, pour pouvoir avoir une expérience, nous avons un sérieux problème. Et troisièmement, on manque de persévérance. En Guinée, aujourd'hui, on est jeune, on veut tout faire aujourd'hui et réussir aujourd'hui. Or, la réussite s'inscrit dans la longévité. C'est aujourd'hui qu'on le voit, mais on doit comprendre que j'ai fait 10 années de galère. Cela voudrait-il dire que le soutien, le stylisme n'est pas aussi soutenu comme il se devrait en Guinée? Pas du tout soutenu? Ça, je le dis, parce que ces compétitions que je négocie pour la Guinée, j'ai des cautions à payer. Peut-être que toi, tu sais, parce que tu en sais un peu. Je paye les cautions moi-même. Ces billets d'avion, si on n'a pas de personnes de bonne volonté, je me bats pour avoir les billets d'avion moi-même. Donc, l'État nous accompagne de façon étatique, avec des papiers et tout, institutionnels et tout. Donc, moi, je me dis c'est très, très difficile d'évoluer si on n'aime pas ce qu'on fait. Alors, dans ce domaine du stylisme, voilà, c'est clair qu'il y a des avantages, mais aussi des inconvénients. Et c'est aussi un monde de forte rivalité et de compétition, des fois malsaine. Alors, Alphao, dis-moi, quel est aujourd'hui les rapports, en tout cas que tu entretiens avec ces autres stylistes et confrères de la mode ici en Guinée? Moi, d'abord, pour moi, il n'y a pas de concurrence dans la mode. Parce que quand on donne un tissu à 1000 couturiers, on dit de faire, on leur donne les mêmes tissus, on les exige les mêmes modèles. Toutes ces personnes, chacun va faire une touche différente de l'autre, ce qui fait qu'il n'y a pas de concurrence. Seulement, en Guinée, nous avons mal vu le domaine du stylisme, nous avons mal vu la concurrence. Une concurrence, elle doit être positive. Ça veut dire, si aujourd'hui je paye même mannequin à 10 000, tu dois payer 20 000 pour montrer que tu es plus que moi. Si aujourd'hui je voyage pour participer à tel événement, il faut que toi tu ailles à un événement plus que celui dont j'ai été pour montrer que tu es plus que moi. Moi, j'aime cette concurrence-là. Mais la concurrence qui signifie il faut casser les pieds de l'autre pour réussir, elle existe en Guinée et je la rencontre tous les jours. Oui, c'est quelque chose qui m'a rendu très exigeant envers moi-même, qui m'a rendu très rigoureux envers moi-même, mais aussi qui m'a rendu très, très méfiant. Alors, c'est pour nous le temps de passer à la 3e chronique. Alors, allez-y, on va voir pour la 3e chronique. Qu'est-ce qui en ressort? Chronique question de société. Alphao, la question du jour est celle qui suit. Quelle phrase parmi les suivantes fait le plus mal en amour? Alors, je ne t'ai jamais aimé. Tu ne vaux rien au lit. J'aime encore mon ex. Je t'ai trompé. Je sais que c'est pas évident. Alors, ce que je te propose, Alphao, nous allons suivre ces quelques interventions, ok, sur la question. Et je te reviens juste après ça pour ta réponse. Ça va? Tu es d'accord? Ouais. On y va. Ce qui me touche mal au cœur, c'est tu ne vaux rien au lit. Ça, je veux dire que c'est une injure envers moi. Parce que si quelqu'un te dit que tu ne vaux rien au lit, que cela veut dire que tu n'existes plus, que tu n'as pas de valeur. C'est quand mon mari me dit que je ne vaux rien au lit. Ça détruit le foyer. Dans toute relation, il faudra être honnête. Moi, la réponse qui me fait autant mal, c'est quand une fille me dit qu'elle ne m'a jamais aimé. La 4e thématique, ça dit tu ne vaux rien au lit. En amour, pour convaincre une fille actuellement, je m'excuse dans le thème, je mets dans la parenthèse, mais au moins en matière de rapport, il faut être très très fort et savoir montrer la femme de quoi tu es capable. Je t'ai trompé, c'est ça. Parce que quand tu trompes quelqu'un, c'est pas bon. Tu le déçois. À mon avis, c'est la phrase là où on dit que tu ne vaux rien au lit. C'est celle-là qui fait mal en tant que garçon. Tu peux pas me dire que voilà, je t'ai jamais satisfait au lit parce que voilà, moi en tant que garçon, je sais que voilà, j'étais toujours satisfait et puis voilà. Pour moi, c'est comme du chantage, moquerie, un truc comme ça. Waouh, les avis sont divergents. Hein. En tout cas, c'est pas une question évidente. Alphao, je suis tout oui. Je t'écoute.
Là, pour moi, toutes ces questions-là, elles font très mal. En tout cas, c'est laquelle de ces phrases qui casse même ton cœur? C'est qui détruit ton cœur? Non, tu peux pas supporter. Je t'ai jamais aimé. Tu ne vaux rien au lit. J'aime encore mon ex ou je t'ai trompé? La deuxième, elle fait plus mal pour un homme, selon moi. Parce tu ne vaux rien au lit. Ah oui, tu ne vaux rien au lit pour un homme. Il y a des discussions après pour trouver une solution. Quand même. Ok, en parlant d'ailleurs, voilà, de vie privée, Alphao, on sait que tu entretiens en tout cas un certain mystère autour de ta vie privée. Tu es très discret là-dessus, ce qui est d'ailleurs salutaire en tant que personne publique. Mais dis-nous, est-ce que tu es encore célibataire ou tu as décidé finalement, voilà, de fonder une famille, de te marier? Je suis marié. D'accord, bravo. Je n'étais pas au courant et je n'ai pas été invitée au mariage, d'accord? On a fait un mariage assez discret. Donc, ok, à ton image, bien sûr. On a fait un mariage assez discret. Waouh. Ce qui fait que beaucoup de personnes sont... Et aujourd'hui, tu as des enfants? Il n'y a pas longtemps, nous nous sommes mariés. Ok. Bon, les enfants sont en route. Sont en route. En parlant d'enfants d'ailleurs, Alphao, aujourd'hui, c'est sûr, tu as construit un empire autour de ton nom, Alphao. Le travail derrière a été tellement énorme que pour toi, il s'agirait vis-à-vis de tes enfants de les initier justement à la mode, au stylisme, pour qu'ils puissent voilà, porter cet héritage, ce lourd héritage que tu laisses et de persévérer, de continuer le travail que toi, tu as abattu pendant plusieurs années, ou est-ce que tu déciderais voilà, de leur laisser le libre arbitre de choisir un domaine de prédilection pour leur futur? Moi, je préfère qu'on laisse à l'enfant de choisir. Parce que toute chose qu'on impose à une personne, la personne ne réussit jamais. Oui. Ça dépendra de la personne, mais moi, mon seul rêve, c'est d'avoir un enfant footballeur. Waouh, un enfant footballeur. Ça, je rêve d'avoir un enfant footballeur. Donc, dans ce cas, il faudrait l'initier au foot très tôt pour ne pas avoir à lui imposer. D'accord. Alors, Alphao, y a-t-il un autre domaine, hormis la mode, dans lequel tu aimerais te lancer dans un futur proche ou lointain? Bien sûr. Bien sûr, je sais que si je n'avais pas fait la mode, j'aurais raté toutes les belles choses de ma vie. Mais je sais qu'en même temps aussi, je vais l'abandonner parce que mon objectif, c'est d'être dans la mode, d'être dans le stylisme pendant 20 ans. Et là, je suis là il y a 11 ans. Wow. Donc, dans 9 ans, je vais Reste encore 9 ans, on a du chemin. Et je vais me retirer parce que c'est le temps de mettre beaucoup de personnes sur le chemin, le temps d'aider beaucoup de jeunes qui veulent être comme moi, et le temps de quitter, rester dans l'histoire, parce qu'on ne peut pas faire sa vie et faire la vie des autres. Mais si je quitte, j'aimerais revenir dans l'humanitaire. Parce que mon rêve, c'est d'avoir une institution humanitaire pour former plus de jeunes dans le domaine de la mode, former plus de jeunes des enfants qui sont dans la rue. Tout à fait. Voilà un peu moi dans quoi j'ai envie. Une cause noble, Alphao, une cause noble, un homme de cœur, en plus d'être vraiment talentueux dans la mode, c'est aussi un homme de cœur. En tout cas, dans ce domaine-là, je te souhaite les meilleures réussites. Merci. Il faut avoir du cœur pour pouvoir servir son pays et servir les autres de façon volontaire. Donc, Alphao, nous allons alors passer à présent à la toute dernière chronique. Donc, évidemment, je te laisse piocher et me lire le nom de cette dernière chronique. Astuces culinaires. Astuces culinaires. Voilà donc la 4e chronique de ce numéro. C'est d'ailleurs une nouvelle chronique, voilà, que nous avons instaurée pour les gourmands comme moi. Et aussi les amoureux, de la cuisine. Alors aujourd'hui, nous présentons le rouleau d'avocat aux crevettes. Donc je vous laisse avec le chef cuistot pour la démo.
Waouh, Alpha O, c'est pas petit son tout ça? Si on pouvait le refaire pour la maison, c'est bon. Pour la maison et aussi pour le plateau. Franchement, moi, ça me donne une idée. Je pense que dans un futur proche, on va commencer en tout cas à faire des démos de cuisine sur le plateau. Comme ça, on peut goûter. C'est pas juste de nous faire saliver comme ça, puis de ne pas nous donner l'opportunité de goûter. En tout cas, Alpha O, on a un abonné qui a une question pour toi. Ah, c'est une abonnée. C'est une dame, mais qui aimerait garder l'anonymat. OK. Alpha O. Donc, je te lis sa question, d'accord? Alpha O est mon idole. Mon amour, entre parenthèses, dans mes rêves, bien sûr. OK? Mon amour que j'aimerais rencontrer, si possible, apprendre à le connaître davantage. Est-il déjà marié? Sinon, je suis alors candidate. OK. Et si oui, je voudrais devenir sa seconde épouse. On ne veut pas de problème ici. Je ne fais aucun commentaire. Alpha O, je te laisse répondre. Waouh. Je suis marié et je suis très très amoureux de ma femme. Et monogame ou polygame, parce qu'elle a dit monogame, c'est ça? Pour le moment, je n'ai pas ça en tête. Pas polygame. Parce que là, en tout cas, je préfère. Je lis la dernière phrase. Hein. Est-il déjà marié? Sinon, je suis alors candidate. Si oui, je voudrais devenir sa seconde épouse. Waouh! Je ne peux pas dire son nom. Elle a dit l'anonymat. C'est une demande à mariage carrément. Alpha O, en tout cas, a du succès, même sur le plateau. Mais on ne veut pas de problème. Il est monogame, il est marié et il désire rester fidèle à sa femme. En tout cas, voilà, Alpha O, merci beaucoup d'être passé. Je te souhaite en tout cas le meilleur et encore plus de réussite. Continue de nous éblouir avec tes collections et merci d'être venu. Donc nous terminons donc cette émission sur cette presque demande en mariage, on peut le dire, mais c'est non. C'est non à la demande. Donc c'était un pur plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles astuces avec de nouveaux invités et pourquoi pas une autre demande en mariage avec une bague cette fois, bien sûr. Merci et à bientôt.